Alors, premier moment de cette démonstration, la traduction. L'opération de la traduction que Jean Allouche décrit comme une des opérations qui entrent en jeu dans le déchiffrement des hiéroglyphes égyptiens par Champollion. Alors, Jean Allouche décrit l'opération de la traduction de la manière suivante. Je cite, « Traduire, c'est écrire en réglant l'écrit sur le sens. » Traduire, c'est écrire, ça va de soi. C'est écrire un texte étranger dans sa propre langue. Et il y a plusieurs façons d'écrire, mais traduire en particulier, c'est écrire en réglant l'écrit sur le sens, sur la recherche du sens. Alors il dit bien sur le sens, et pas sur les sens. Il dit bien que traduire dans le sens, traduire le sens, c'est toujours chercher le bon sens, le sens juste, le sens fidèle. Ce qu'il appelle en référence à Lacan, l'insens, le sens unique. Je cite Allouche. La traduction se caractérise de promouvoir ce qui serait une prévalence, non pas seulement du sens, mais plus exactement du sens unique, de l'insens. La traduction se guide sur cet insens pour décider du faux sens ou du contresens. Donc il ne dit pas que le traducteur doit trouver le sens bon comme si ça existait, mais il dit que quand on traduit communément, on cherche à s'orienter, à être guidé dans sa démarche par la recherche de l'insens, comme si cette recherche pouvait nous prévenir du contresens, du faux sens. Mais il dit bien que c'est une contradiction. Pourquoi ? Parce que quand on traduit, évidemment, on explore la signifiance infinie d'un texte en particulier, d'un texte littéraire, qui peut toujours vouloir dire beaucoup de choses. Et donc la traduction, c'est aussi une opération qui est infinie et qui ne peut pas avoir l'insens comme produit, même si c'est ça qu'elle vise. Parce que le sens, c'est un tonneau percé. Voilà. C'est une expression de Lacan, que reprend ici Allouche. Et donc, le traducteur explorant l'infini du sens veut produire un texte à sens unique. C'est une contradiction que Allouche explique ainsi. Je cite. « La pratique du traducteur déborde de fait ce qu'il souhaite produire, à savoir une traduction. Et nommer traduction à la fois la traduction proprement dite, soit le primat donné au sens dans cette opération complexe, et ce qui la déborde, mais qui néanmoins la fonde, revient à créer un objet composite où même une mère chatte ne retrouverait pas ses petits. » Donc, critique ici de la traduction au sens commun de ce mot-là, et de l'impossibilité de la théoriser. Parce que pour Allouche, si le sens est un tonneau percé, il est impossible à théoriser. Et donc on ne peut pas théoriser la traduction. Et donc, si la traduction n'est pas théorisable, c'est que c'est une opération imaginaire, une opération fictive, selon Jean Allouche. Que le mot traduction, tel qu'on l'entend communément, désigne une bulle d'air. Alors, une opération imaginaire, sous la plume d'un psychanalyste comme Jean Allouche, c'est une référence à Lacan. Imaginaire, ça veut dire spéculaire, en miroir. Ça veut dire que si, effectivement, le sens est un fantasme que poursuit le traducteur, ce fantasme est interpersonnel, qu'on essaye toujours de se garder du faux sens, en prenant l'insens comme visée, en relation à ce que les autres ont dit, à ce que les autres traducteurs ont fait. C'est toujours en lisant une autre traduction qu'on va se dire « Ah, là, c'est un contresens ». Mais c'est au final qu'une affaire d'opinion, puisqu'il n'y a pas de sens définitif du texte. Et donc traduire, rechercher l'insens, au final c'est toujours imposer son opinion sur celle d'un autre. Il y aura toujours un petit malin pour dire oui, là vous avez trouvé le bon sens, mais quel est le sens de ce sens ? La recherche du sens est infinie. Donc voilà, cette critique-là de la traduction du sens est reprise par Berman aussi, quand il critique une façon de traduire qu'il appelle la captation du sens. Il critique la façon dont on cherche à traduire par le sens. Alors il n'appelle pas ça une opération spéculaire, comme Jean Allouche, mais il appelle ça une opération ethnocentrique. Il dit qu'au final, chercher à traduire le sens, c'est toujours projeter son opinion, ses valeurs culturelles et linguistiques sur un texte étranger. C'est pour ça qu'il appelle ça ethnocentrique. Et il donne un exemple, qui est la traduction par Aimé Patry d'un vers de l'Énéide de Virgile. Alors le vers de Virgile, c'est « Ibant obscuri isola sub nocte per umbram, perque domos ditis vacuas et inania regna ». Et la traduction de Aimé Patry, c'est
Ils allaient dans l'obscurité, seuls dans la nuit, à travers l'ombre, dans les vides demeures de Pluton, les royaumes inconsistants. Alors, Berman explique que quand ce traducteur Patry traduit ce vers, il essaye de reproduire le sens, et que pour ce faire, il a utilisé la syntaxe du bon français. C'est un français clair, c'est-à-dire qu'il a rajouté des virgules. Alors vous allez me dire, évidemment, en latin on met moins de virgules parce que c'est une langue flexionnelle, et que la déclinaison permet de comprendre le cas grammatical du mot, et donc la place des mots dans la phrase est moins importante qu'en français. Oui, sauf que Virgile, c'est ce que dit Berman, utilise cette souplesse flexionnelle du latin pour créer un dire épique, c'est-à-dire pour rapprocher dans la phrase des mots qui vont avoir un effet de choc. Par exemple, il rapproche obscuri et isola, donc dans l'obscurité et seul dans la nuit, isola sub nocte, alors que c'est des épithètes qui qualifient des noms qui n'ont rien à voir dans la phrase, mais il peut les mettre ensemble, et ça crée un choc verbal épique. C'est ce qu'on appelle la valeur mimétique ou iconique du dire épique. Évidemment, quand le traducteur français rajoute des virgules, ils allaient dans l'obscurité, virgule, seul dans la nuit, ça casse un peu le truc, quoi. Et c'est pourquoi Berman dit, voilà, c'est un bon exemple de la façon dont quand on essaye de reproduire fidèlement l'un sens, le sens unique, on perd le corps de la lettre, on perd, par exemple ici, le dire épique. Et en plus, on enjolive, on en oublie le dire. Effectivement, Patry écrit dans les vides demeures de Pluton. Observez l'inversion, c'est juste pour faire joli. Et donc, Berman dit, voilà, traduire le sens, c'est imposer la logique grammaticale et culturelle du bon français sur un dire poétique. Voilà. Et il pose la question, mais qu'est-ce que ça veut dire dans notre désir de traduire que d'imposer sa propre vision sur l'autre? Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un désir teinté d'ethnocentrisme? Est-ce que c'est vraiment ça la visée éthique de la traduction? Alors une autre façon d'aborder cette description de ce que c'est que la traduction par le sens, c'est de regarder à la question du désir du point de vue d'un personnage de fiction, Sophie, donc, dans le roman Glyph Machine. Alors, quand le roman commence, on voit tout de suite que Sophie, elle aussi, elle s'intéresse à la quête pour le sens. Elle lit le journal et elle est fascinée par la section scientifique du journal, et c'est là qu'elle lit pour la première fois la mention de la découverte de la stèle de Cascaral, et elle se demande ce que ça veut dire. Et voilà comment la narratrice décrit la quête de Lily pour ce que ça veut dire, pour le sens. Je cite, dans ma traduction, « La section science du journal peut être la plus poétique. Des métaphores aussi significatives ou plus que les horoscopes. Des alliances astrales, météoriques, une possibilité narrative s'érigeant de la brume du futur. Un indice sur la manière dont les choses sont faites, la réponse à quelques mystères, une concordance fiable entre le petit et le grand qui dit « Si c'est vrai pour la Terre, peut-être est-ce aussi vrai pour moi ?» Renaissance. Alors, ce qui est génial dans cette description, c'est que vous voyez que le rapport presque érotique qu'a Sophie pour le sens, ici le sens de la section science du journal, c'est met en jeu la question de son être. Peut-être est-ce vrai pour moi, si c'est vrai pour l'univers. C'est comme lire l'horoscope, chercher le sens. Quand on cherche le sens, en fait, on pose la question de son être comme objet d'un désir. C'est ça qui illustre ce rapport-là. Quand on est amoureux du sens, on est amoureux de la question de son être, en tant qu'objet de désir. Et c'est pour ça qu'elle appelle ça Renaissance, parce que c'est comme ça qu'on se représente les humanistes de la Renaissance, qui disent accumuler du savoir pour trouver une place à l'homme dans l'univers, la question de l'être. C'est comme lire un horoscope. Et alors, on voit que la question de traduire le sens, tout de suite, émerge pour Sophie, puisqu'elle est en train de lire justement un rapport sur la découverte de la stèle indéchiffrée de Cascaral, comme un désir pour le sens poétique de quelque chose de manquant. C'est justement parce que la stèle de Cascaral n'a pas encore de sens, est indéchiffrée, que Sophie va désirer la déchiffrer. Voilà comment la narratrice décrit ce mélange entre un sens dérobé, indéchiffré, et le désir pour le sens. L'écriture de la stèle est indéchiffrable, intraduisible. La quête pour la stèle est une allégorie de la quête du poète pour le sens. C'est un peu comme une inversion du travail du poète. Plutôt que d'essayer de créer de la matière à partir de ce qui semble initialement inexprimable,
Il s'agit de découvrir ce qui est inexprimable dans une matière préexistante, la stèle de Cascara. Une matière qui n'a fondamentalement aucune signification. Je veux partir d'une sorte de degré zéro de l'écriture, non pas pour faire du sens, mais pour traduire quelque chose qui n'a pas de sens, et pour préserver de quelque façon ce manque de sens dans sa traduction. Alors vous voyez que l'indéchiffrabilité de la stèle ici, en tant que le sens y est refoulé, on pourrait dire, dérobé, est ce qui cause le désir de Sophie pour le sens qu'elle veut traduire. Traduire quelque chose qui n'a pas de sens. Le corollaire de la recherche du sens, c'est le refoulement d'un sens. Alors ce lien entre refoulement et désir est aussi illustré, et je vais terminer cette partie-là sur ça, par le désir de Sophie, le désir érotique et amoureux pour celui qui va être son amant dans ce récit et qui s'appelle Miles. Alors Sophie est dans un bar quand elle rencontre Miles, elle voit un type qui lui plaît, elle écrit sur une serviette en papier son numéro de téléphone et puis une phrase sympa, une pick-up line qui est « I want to make you pancakes ». Je veux te faire des pancakes. Ce qui suppose qu'elle se retrouverait dans une situation où elle lui ferait un petit déj, donc au lit. Mais elle se dédie, puis elle se dit c'est ridicule, je ne vais pas lui donner cette serviette, je ne le connais pas le type. Mais sa copine qui est là, lui prend la serviette des mains. Sophie résiste, la serviette se déchire, et sa copine se retrouve avec une moitié de serviette et une moitié de message tronqué qu'elle donne à Miles, le type en question. Et Miles se retrouve avec une serviette qui a un numéro de téléphone où il manque les derniers chiffres, et une phrase qui dit « je veux te faire de… » et c'est tronqué. Et Miles, il va essayer de retrouver le numéro de téléphone, enfin les chiffres manquants du numéro de téléphone, il va demander à la copine, et il va envoyer à ce numéro de téléphone un texto qui essaye de trouver la partie manquante de la phrase sur la serviette, qui essaie de trouver le sens de cette phrase, qui essaie de déchiffrer cette phrase indéchiffrée. Et il essaye plusieurs solutions, il envoie plusieurs textos, par exemple « je veux te faire dégueuler », « je veux te faire déchanter »,« je veux te faire débander »,« je veux te faire des enfants »,« je veux te faire désirer ». Et effectivement, Miles, dans le roman, a bien compris que la question du sens, pour Sophie, c'était la question de l'être de Sophie en tant qu'elle est désirée, en tant qu'elle fait désirer Miles. Donc on voit bien, enfin en tout cas ça illustre que la question du sens est la question du sens met toujours la question de l'être comme objet du désir. Et alors évidemment, ça déclenche le désir de Sophie et elle se pose la question, mais alors qui je suis moi pour lui? Parce qu'il y a une autre copine qui traîne. Et elle après moult réflexions, torturée, elle lui envoie un texto qui lui dit alors je suis quoi? So what am I? Et elle décrit, enfin la narratrice décrit les spéculations amoureuses dans lesquelles elle est plongée en attendant, vous savez, le texto de réponse. Donc voilà ce que la narratrice écrit. Des questions, des interprétations spécieuses, des conséquences possibles mettaient son cerveau en pagaille, réduisaient sa capacité de réflexion à une cacahuète. Alors ça décrit effectivement l'état anxieux qu'on est dans le désir amoureux quand on attend la réponse à un texto, mais ça décrit aussi finalement la recherche du sens dans la traduction. Je continue à lire le roman, essayer d'imaginer que maintenant on ne parle plus du rapport de Sophie à Miles, mais du rapport de Sophie à la traduction. Essayer d'imaginer que ce passage décrit l'état d'esprit dans lequel on est quand on essaie de traduire en prenant le sens comme visée. À peine commençait-elle à emprunter un chemin de compréhension que le fil s'étriquait jusqu'à rien. Le ruisselet diminuait en roche sèche, le point où l'on devient l'autre, impossible à déterminer, ne laissant que le soupir d'une image ou d'une pensée, la seconde moitié d'une phrase insignifiante sans la première, attrapée comme une feuille de journal soufflée d'une table de jardin par le vent, des bruits de pas à la poursuite rapide puis ralentissant, la chasse continuant un moment alors que sa perte a été admise. Continuer la chasse alors que la perte de l'objet chassé a été admise, ça décrit très bien ce que c'est que la recherche du sens en tant que le sens est un tonneau percé. Et ça décrit aussi très bien ce que c'est que la traduction
du sens, la captation du sens, comme dit Berman, en tant qu'opération spéculaire, imaginaire, fictive, et nécessairement ethnocentrique, puisque c'est une opération qui place la question de son être comme objet du désir, au final. Voilà.